Monsieur Vincent Aguilé, bonjour. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour votre ouvrage Napoléon et les siens, sous-titré un système de famille que vous avez publié chez les éditions Perrin. Donc j'ai lu votre livre avec grand intérêt, je l'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de détails, c'est très bien écrit. On est vraiment plongé dans cette famille. Et donc la première question que je vais vous poser, vous y répondez dans le livre, mais l'idée c'est quand même de donner envie aux futurs auditeurs de, d'acheter votre livre pour le lire. On a beaucoup dit, on a dit beaucoup de choses sur les origines familiales et sociales de Napoléon. Dans votre première partie, vous y répondez à cette question. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelles sont les origines familiales et sociales de Napoléon? Oui, avec plaisir. En fait, c'est une question à laquelle je crois la plupart des personnes qui ont lu un jour dans un livre sur Napoléon euh, ont été confrontées. C'est une question qui est apparue en réalité après la chute de Napoléon, hein, après 1814, sous la Restauration. C'est est-ce que Napoléon finalement était français? Euh, En effet, si on répondait que non, dans ce cas-là, c'était le point de vue des ultra-royalistes. Il était simple d'effacer le régime qu'il avait incarné en raison justement d'une absence de nationalité qui faisait que la France aurait été gouvernée par un usurpateur ou un tyran. Évidemment, la question ne se pose plus aujourd'hui de cette même façon, mais on lit quand même, malgré tout, encore régulièrement que les Bonaparte, par exemple, étaient corses et génois. Là, je reviens pour donner un exemple vraiment très personnel des journées impériales de Nice et patatras, la question, bien entendu, a été posée à un moment donné lors d'une table ronde et j'ai encore entendu à plusieurs reprises, mais en fait, les Bonaparte étaient génois. Non, ils n'étaient absolument pas génois. Aucun des Corses qui habitent la Corse au XVIIIe siècle ne se considèrent comme génois parce que tout simplement, la Corse est corse. Même sous domination génoise ou française, au moins jusqu'en 1789, la Corse est une entité, une nation à part entière et les Bonaparte appartiennent en effet à cette nation corse, ce qui fait que la question en elle-même de leur nationalité, de leurs origines, est très simple à répondre. Ils sont avant tout, ils sont corses. Euh, mais pourquoi, néanmoins, cela reste intéressant à creuser? Parce que la Corse étant une île, les Bonaparte étant eux-mêmes le fruit d'une histoire complexe et étant eux-mêmes des immigrés, puisque leur famille est arrivée à Ajaccio au début du XVIe siècle, évidemment, eux-mêmes vont se poser la question de ses origines. Et le père de Napoléon et de ses frères et sœurs, Charles Bonaparte, va passer une grande partie de sa vie à traquer les racines de la famille, du clan Bonaparte, en essayant justement de répondre à certaines questions à la fois généalogiques et historiques, afin de savoir si la famille Bonaparte de Corse est rattachée notamment au célèbre Bonaparte de Florence, qui ont inscrit leur nom dans les annales florentines, notamment dans le cadre du conflit entre Gibelins et Guelfes au Moyen Âge. Et on retrouve des Bonapartais un peu partout en Italie au Moyen Âge. On en retrouve à Trévise, on en retrouve à Rome. La relation du sac de Rome par le connétable de Bourbon en 1527 est donnée par un certain Bonaparte également. Mais nos Bonaparte à nous viennent vraisemblablement d'une petite ville qui elle-même a une identité un peu complexe. Et d'ailleurs, c'est très amusant. D'une certaine façon, l'identité des Bonaparte est complexe par leur essence. Et donc, ils viennent d'une petite ville qui s'appelle Sarzane. On n'a jamais vraiment déterminé si Sarzane était, par exemple, justement, appartenait à Pise ou à Gênes. Il y a eu des contestations. Et donc, les Sarzanais eux-mêmes ont tendance à dire qu'ils sont Sarzanais, comme ça cela résout le problème en soi. Donc, il faut imaginer le cadre de l'Italie, bien entendu, du Moyen-Âge, hein, qui est une Italie morcelée, où les villes
qu'on peuvent constituer des petits États à part entière et où justement l'identité se construit de clocher en clocher. Et donc les Bonaparte, une partie des Bonaparte de Sarzane quittent le continent au début du XVIe siècle parce qu'en effet, leur ville a été rattachée à la puissante République de Gênes et l'Office de Saint-Georges, qui administre à cette époque-là la Corse, a besoin de militaires pour faire régner l'ordre dans les comptoirs et les présides de la côte corse. Et c'est ainsi qu'un certain Bonaparte, Francesco, arrive à Sarzane, pardon, à Ajaccio au début du XVIe siècle. Et c'est lui qui fonde en effet cette branche familiale des Bonaparte de Corse, ce qui fait d'ailleurs que le clan va rester un petit clan, mais il conserve son nom de famille durant ces 2 siècles. Et donc, ils vont être très vite attachés au particularisme d'Ajaccio, qui est donc une ville tournée plus vers la mer que vers les terres. Et les Ajacciens, on le sait, sont assez jaloux justement de leur identité propre. Donc, d'une certaine façon, on va dire qu'il y a une double, une triple identité chez les Bonaparte. Ils sont corses, certes, mais ils sont aussi Ajacciens. Ça, c'est très, très important pour comprendre la suite. Et ensuite, à partir évidemment de la Révolution, ils vont se considérer comme français. C'est un fait. Pour quelles raisons des rumeurs ont couru sur la paternité de Napoléon? C'est-à-dire que très rapidement, on a expliqué que Charles Bonaparte n'était pas son vrai père et que c'était peut-être le comte de Marbeuf. Donc, bon, vous tordez le cou en disant que c'est pas possible que ce soit le comte de Marbeuf, mais pourquoi il y a eu cette polémique, si je puis dire? Oui, c'est aussi un serpent de mer qu'on retrouve régulièrement, plus chez les amateurs d'anecdotes croustillantes que d'histoires véritables, mais ça a le mérite de brouiller les pistes, d'emmener justement les historiens sur des terrains un peu glissants qui ne maîtrisent pas nécessairement toujours, alors qu'en fait, tout simplement, je veux dire, cette fameuse rumeur de la paternité Marbeuf, il n'y a pas besoin de remonter jusqu'à des tests ADN, est tout à fait démontable. Souvent, tout simplement, les personnes se posent la question, oui, mais Napoléon, son acte de baptême ne correspond pas à sa date de naissance, mais tout simplement pour une bonne raison, c'est que sous l'Ancien Régime, vous pouvez être baptisé bien après votre naissance. Et donc, en effet, il y a eu, enfin voilà, là encore, comme pour cette histoire de l'identité des Bonaparte, on raisonne aujourd'hui en termes de carte d'identité, de passeport, d'extrait de naissance, tout ça, tout ce qui n'existe pas à l'époque. Napoléon va changer d'âge un certain nombre de fois dans sa vie. Quand il se marie, quand il va devenir le témoin du mariage de quelqu'un d'autre, il change d'âge parce que finalement, ça l'arrange. Et d'une certaine façon, les documents d'identité que nous possédons aujourd'hui n'existant pas à cette époque-là, eh bien, finalement, c'est pas un problème. S'il ment sur son âge, c'est pas parce qu'il essaie de dissimuler des choses sur son origine propre ou une supposée bâtardise. Non, pas du tout. C'est simplement pour des raisons pratiques ou parce que de toute façon, à cette époque-là, on ne fête pas les anniversaires de la même façon et que voilà, c'est tout à fait un décalage temporel qui aujourd'hui brouille les pistes. Donc oui, Napoléon a été baptisé bien après sa naissance, mais c'est pas parce qu'on cherchait à dissimuler l'origine de sa naissance. D'ailleurs, tout est inscrit tel qu'il le faut dans le registre de baptême. Donc, pour mémoire, il a été baptisé, si je ne me trompe pas, en même temps que sa sœur Mariana, la future Elisa. Et en même temps, je crois que, oui, enfin non, pas la future Elisa, mais une autre sœur qui s'appelle Mariana et qui décède. Donc, de toute façon, la question de l'identité et la question des origines ne se pose pas au XVIIIe siècle telle qu'elle pourrait aujourd'hui apparaître parce qu'on ne lit pas les documents de la même façon. Un registre de baptême, c'est pas un extrait de naissance, déjà. On est bien d'accord. C'est tout simplement le moment où l'enfant entre
est considéré comme un catholique. C'est surtout ça. Ensuite, après, il y a eu en effet des doutes parce que Charles Bonaparte a décidé à un moment de sa vie, peu après la naissance de Pauline, de noter justement les dates de naissance de ses enfants. Parce que là aussi, il se dit, ben, j'ai eu mes premiers enfants sont nés dans les années 1760, nous sommes au début des années 1780, je ne me rappelle plus nécessairement de leur date de naissance, parce que là aussi, les actes de baptême ne correspondent pas avec les dates de naissance. Et donc, dans son livre de raison, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, il inscrit les noms des enfants et il y a quelques ratures. Parce qu'en effet, il a confondu une date avec une autre, ce qui peut arriver. Je veux dire, quand vous avez autant d'enfants que Charles Bonaparte, vous ne vous rappelez pas nécessairement, voilà, vous n'avez pas d'agenda électronique, ce genre de choses au XVIIIe siècle, on ne se rappelle pas nécessairement des dates exactes. Donc là aussi, ce n'est pas une preuve qu'il essaye de dissimuler quoi que ce soit, c'est tout simplement un homme du XVIIIe siècle en prise justement avec sa propre mémoire personnelle. Donc évidemment, Marbeuf, la proximité des Bonaparte avec Marbeuf a joué, mais elle n'a pas été aussi importante d'abord qu'on a pu le prétendre, et les rumeurs ont surtout sont parties de personnes qui étaient opposées à Marbeuf, à ses ennemis politiques. Donc il est évident, c'est vieux comme le monde, quand vous voulez nuire à quelqu'un, vous lui prêtez des maîtresses, vous lui prêtez des aventures, ce sont des ragots. Voilà. Après, l'historien avisé, évidemment, ne s'amuse pas à suivre les pistes des ragots en prenant pour fait qu'elles seraient véritables, mais plutôt pourquoi y a-t-il eu ragot sur la question. Alors là, en effet, on est sur autre chose. Mais Marbeuf n'a pas autant protégé Charles Bonaparte qu'on pourrait le penser. Par exemple, dans le cadre de la reconnaissance de la noblesse de la famille Bonaparte, eh bien, Charles n'a pas eu besoin de recourir à la protection du gouverneur, alors que celui-ci le lui avait proposé. Donc, il a voulu montrer qu'il était capable justement d'agir par ses propres moyens. Et justement, je pense que c'était un peu aussi l'intérêt du livre, c'était de faire revivre Charles Bonaparte, qui a été longtemps considéré comme un parfait incapable, ou un coureur de jupons, ou personne très effacée par rapport à la personnalité de ses enfants. Et en fait, on se rend compte que sans Charles Bonaparte, Napoléon, ses frères et sœurs n'auraient certainement pas eu, je dirais, l'éducation qui a ensuite après déterminé leur destin politique. Alors, vous me facilitez la transition parce que c'était ma prochaine question. Dans votre ouvrage, Très bien. il y a beaucoup d'aspects très intéressants. Et un des aspects que j'ai trouvé vraiment novateur dans votre travail par rapport à d'autres biographies que j'ai pu lire, c'est que vous rappelez que très souvent, Charles Bonaparte est dépeint comme un père lointain, absent, voire même falot. Et en fait, vous rappelez que il a fait quelques choix pour ses enfants et ces choix ont vraiment été décisifs, notamment l'effet de vouloir les faire étudier sur le continent. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces aspects? Bien sûr. Charles Bonaparte a une influence réelle sur l'éducation, le destin de ses premiers enfants. Beaucoup moins les derniers parce qu'ils sont encore très petits quand ils décèdent. Rappelons quand même que Charles décède en 1785, il n'a même pas 40 ans, et donc il laisse encore les derniers nés de sa famille dans une situation un peu précaire, hein, donc à savoir la future Caroline, la future Pauline, le petit Jérôme qui est né l'année précédant sa mort. Donc, ce sont plutôt Napoléon, Élisa et Joseph qui vont bénéficier on va dire des plans que leur père a tracés pour eux. Alors d'abord, il faut peut-être préciser qui est véritablement Charles Bonaparte. Donc, c'est un avocat d'Ajaccio. Il a fait des études de droit à Rome et également à Pise en Toscane. Et donc, ce sont des études, on va dire, aujourd'hui, il passe un doctorat, mais ce serait l'équivalent un peu d'un master aujourd'hui. Ce sont des études qui lui permettent justement de s'inscrire au barreau. Et donc, sa qualité de noble d'Ajaccio ayant été reconnue, il peut notamment siéger au Conseil des nobles de la ville d'Ajaccio. Et donc, c'est un système qui est en fait mensuel. Ils sont 12 et un par mois
va avoir la tâche d'administrer. Donc, une fois tous les ans, il est douzainier de la ville d'Ajaccio. Son oncle, Lucien Bonaparte, qui a aussi une grande influence sur l'éducation des enfants Bonaparte, est quant à lui archidiacre de la cathédrale d'Ajaccio. Donc en fait, on a des personnes ce sont des notables, ce sont des petits notables d'une petite ville, mais ce sont des personnes qui comptent, qui ont de l'influence, qui ont une clientèle. Une clientèle d'abord par les affaires, une clientèle aussi des personnes qui dépendent de leur système économique. Et Charles Bonaparte donne du travail à des personnes. Ce n'est pas non plus le petit obro famélique désespéré qu'on a aussi voulu parfois décrire pour en rajouter dans le pathos et l'émotion. Quand il part à Montpellier, qu'il est malade, qu'il sait qu'il va mourir, il fait encore des dépenses somptuaires très importantes. On voit qu'il achète des robes de chambre de soie, des pantoufles, des perruques. Il a encore une note de coiffeur qu'il laisse à ses enfants et au demi-frère de sa sœur, l'abbé Fesch, qui doivent régler après son décès. C'est donc quelqu'un qui vit sur le train de vie d'un aristocrate, un petit aristocrate du XVIIIe siècle, et en aucun cas quelqu'un qui est dans la misère. Et puis surtout, il est très intéressé par les grandes campagnes de travaux agricoles qui sont encouragées notamment par l'école physiocratique. Donc il y a un courant de pensée économique dominant au XVIIIe siècle. Et donc Charles Bonaparte va recevoir des subventions de la couronne pour à la fois assécher des marais, développer la culture du mûrier pour la soie, la culture de la soie, mais aussi la vigne. Il va laisser d'ailleurs un texte très très beau que j'avais retrouvé dans les papiers qu'il a légués à ses enfants sur la culture de la vigne. On dirait presque une sorte de petit testament, parce qu'on se rend compte que derrière la culture de la vigne, il y a en fait tout un art de vivre et une sorte de rapport avec le temps et avec le monde qui est celui qui est déjà décrit d'une certaine façon dans la Bible. Et Charles Bonaparte, qui d'ailleurs au départ est plutôt considéré comme une sorte d'esprit fort, pas agnostique, mais on va dire un peu libertin, va d'ailleurs se rapprocher de l'Église catholique au fur et à mesure de sa vie. Il va faire une fin très chrétienne par ailleurs. Donc, pour ses enfants, il ne peut concevoir que le meilleur, étant donné sa noblesse est reconnue, qu'il occupe un poste important dans l'administration municipale, qu'il est un avocat qui possède une clientèle. Donc, il décide d'inscrire ses enfants dans les écoles royales françaises, si possible les meilleures, à savoir pour ses deux fils, Joseph et Napoléon. Il rêve d'un destin à la fois d'évêque et d'officier supérieur. Et pour sa fille aînée, Mariana, ce sera l'école de Saint-Louis, c'est-à-dire l'école qui se trouve à Saint-Cyr, près de Versailles, qui est réservée aux jeunes filles de la noblesse, pauvres certes, mais de la noblesse, et donc école qui a été fondée par Madame de Maintenon, parrainée par le roi. Vous dites dans votre ouvrage, vous dites qu'il y a une image qui est souvent donnée au sujet de la famille de Napoléon. Alors là, je vous cite, hein, un clan avide d'argent, d'honneur immérité et de dépouilles prélevées sur les cadavres d'antiques monarchies. Alors, cette image, elle est vraie, elle est fausse, elle est excessive. Si je l'ai écrit comme ça, c'est qu'elle est excessive. Hein. C'était justement pour donner l'envie de revenir sur une caricature qu'on retrouve encore régulièrement, d'ailleurs, dans les échanges à droite, à gauche, sur les personnes qui ont un avis de la part de personnes qui ont des avis tranchés sur la question. Oui, les Bonaparte, de toute façon, dès le 19e siècle, dès leur époque, font figure d'arrivistes. D'abord, déjà, dès la période de l'Ancien Régime, leur noblesse, on le sait, une noblesse fragile, c'est un geste qu'a fait la monarchie française. Il est évident que s'ils avaient été du Vivarais ou d'Alsace ou du nord de la France, leur quartier de noblesse aurait peut-être fait l'objet d'une étude un peu plus poussée et ils n'auraient peut-être pas été reconnus de la même façon. Mais là, la Corse vient d'être, je dirais, rattachée au domaine royal.
après le traité de Compiègne de 1768. Et donc le roi a besoin de se concilier les élites de la Corse et donc va conférer des brevets de noblesse. D'ailleurs, ce qui va beaucoup faire rire Pasquale Paoli, qui va retrouver dans les personnes qui sont anoblies pas mal de personnes qui étaient autour de lui, qui sont restées, et donc qui va un peu se moquer de cette frénésie pour les brevets de noblesse accordés par le roi. Néanmoins, oui, et puis on se rappelle des soucis rencontrés par le jeune Napoléon à Brienne, voilà, qui est un peu moqué au début parce que justement, il fait un peu, voilà, jeune étranger venu de nulle part avec un nom bizarre et peut-être pas si noble que ça. Donc déjà à cette époque-là, avant même que la Révolution éclate, les Bonaparte, on sent, vont devoir se battre pour pouvoir gagner une place, mais ce sont des battants de toute façon, et ils vont le montrer puisqu'ils vont survivre à la majeure partie des événements qui vont se dérouler, terreur comprise, terreur blanche également. Donc, ce sont des personnes qui ont un sens de l'adaptation politique qui force l'admiration. On peut penser ce qu'on veut des Bonaparte, de leur âpreté au gain, parce que c'est vrai, il y a une volonté de s'enrichir, il y a cette peur panique de manquer, qui a été certainement héritée de Charles, qui lui-même a quand même connu beaucoup de difficultés pour faire marcher ses affaires. Et cette peur panique de manquer s'est traduite à partir de 1796 par une frénésie d'achat immobilier. Il s'agit de réinvestir immédiatement le produit des campagnes d'Italie et donc peu à peu de s'élever dans l'échelle sociale et de s'élever tellement vite qu'évidemment ça va créer des jalousies, des tensions. Et à partir de 1800, on voit que les Bonaparte lorgnent dès le consulat, même bien avant la proclamation de l'Empire, ils lorgnent déjà vers la très grande noblesse. Napoléon réussit un coup de génie en mariant sa sœur Pauline au prince Borghese de Rome. C'est une revanche non seulement sur la noblesse française, mais aussi sur la noblesse italienne qui l'avait aussi snobé. Il ne faut pas l'oublier que les Bonaparte, avant 89, ont aussi tenté de se faire reconnaître comme nobles du côté de Florence notamment, et que ça n'a pas marché. Et là, cette fois, en s'alliant avec des familles prestigieuses, il y a, on le voit, une revanche sociale qui est évidente, tout en portant, il est vrai, des idéaux qui sont hérités de la Révolution. L'égalitarisme ne leur a jamais fait peur, non plus par ailleurs. C'est quelque chose qu'ils ont dans le sang, mais notamment aussi grâce à leurs origines corses. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Napoléon et les siens, étant donné que la figure principale est quand même Napoléon. La question suivante est peut-être difficile, mais je me dois de vous la poser. Dans l'ensemble, les frères et les sœurs de Napoléon furent-ils un atout et une gêne dans la carrière incomparable de Napoléon? Elle n'est pas difficile, la question en soi, parce que ils ont été les deux à la fois. Sans ses frères et sans ses sœurs, Napoléon n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Et ils ont été peut-être en effet une gêne à un certain moment, mais peut-être plus comme, on va dire, des gardiens de la mémoire du clan, pour rappeler à Napoléon aussi qu'il a des origines plébéienne, d'ailleurs, ce qui va le conduire à essayer d'écarter ses frères et sœurs de sa succession immédiate tant qu'il n'a pas d'héritier, à savoir le roi de Rome va bien sûr remettre tout ça en cause, mais il ne veut pas, par exemple, que Joseph lui succède si jamais il devait mourir brutalement avant 1810, parce qu'il estime que ses frères et sœurs ont encore trop d'origines qui rappellent la Corse et le petit milieu auquel ils appartenaient. Il préférerait que ce soit directement les enfants de ses frères et sœurs parce que, dit-il, eux ont été déjà élevés dans la grandeur. Il y a une obsession chez Napoléon, c'est la grandeur, la grandeur de la France, premièrement, mais aussi, bien entendu, sa grandeur personnelle et la grandeur de la famille, de la dynastie qu'il est en train de créer. Et cela, bien sûr, Joseph ne l'accepte pas parce que justement, je parlais de l'égalitarisme des Bonaparte juste avant dans la précédente
question, eh bien, ils ont l'esprit républicain, même s'ils retransforment peu à peu le pays en monarchie et même de monarchie de droit divin. Eh bien, cet esprit républicain se perçoit à travers les institutions déjà qu'ils portent et aussi le modèle et le message qu'ils essayent de faire passer en Europe, dans les pays conquis ou les pays alliés, euh, dans lesquels d'ailleurs les frères et sœurs sont amenés à jouer un rôle important. Si Napoléon se méfiait tant de ses frères et sœurs, dans ce cas-là, il ne les aurait pas amenés à les envoyer sur des trônes étrangers. En revanche, c'est vrai qu'après 1815, au moment de construire son testament politique, d'écrire la légende napoléonienne telle qu'elle va revenir de Sainte-Hélène, il va tendance à avoir à charger, euh, le tableau et à s'en prendre un peu plus brutalement à ses frères, à Joseph en particulier, qui va accuser de faiblesse, de mollesse. Et donc c'est ce portrait-là qui, malheureusement, va passer aussi à la postérité. Alors qu'en réalité, quand on le voit, notamment à travers les travaux du Sénat, du Conseil d'État, à travers l'administration de l'Italie, un peu moins de l'Allemagne et de la Hollande, mais les frères et les sœurs de Napoléon jouent un rôle extrêmement important de messager de l'empereur, je dirais, aussi de coordinateur d'une action politique, administrative, économique qui est celle de Napoléon. Donc c'est vrai qu'ils ont été assez mal remerciés, mais aussi il faut comprendre que ce que Napoléon leur reproche souvent, c'est peut-être avoir un esprit un peu plus petit bourgeois que le sien, à savoir qu'ils sont quand même très attachés à leur confort matériel. Lui, il l'est moins. Il affecte en effet une sorte de détachement par rapport aux choses du monde. Et le temps dans lequel il vit n'est pas le temps de ses frères et sœurs, qui, eux, souhaiteraient peut-être un arrêt de la machine impériale, une sorte de fixation, qu'on puisse profiter un peu de tout ce qu'on a amassé. Fesch, sa collection de tableaux, Joseph également ses œuvres d'art. Voilà, c'est. Et puis, bien entendu, les autres frères pour pouvoir gouverner tranquillement. Ce qu'ils aspirent, c'est la paix, c'est vraiment un règlement pacifique des conflits nés de la Révolution, et quitte à donner aux Anglais ce que Napoléon n'est pas prêt à le donner. Joseph est beaucoup plus anglophile, par exemple, que son frère. Voilà, Lucien, ensuite, on va le voir, Lucien, qui était un révolutionnaire pur et dur, lui se transforme peu à peu en zélé partisan du pape. C'est assez étonnant. Mais on voit qu'il y a une volonté, effectivement, pacificatrice qui finit par s'opposer je dirais, à la permanence militaire que Napoléon souhaite incarner. Donc, comme on le voit, la question de savoir s'ils étaient une gêne ou un moteur ne se pose pas tout à fait de ce côté-là, mais c'est ça, du coup, l'intérêt aussi de faire des livres d'histoire de temps en temps, c'est pour montrer que c'est un peu plus complexe qu'on le pense. Alors justement, dans cette complexité familiale, Napoléon a souvent, enfin, il a écrit en tout cas à son frère Joseph que Joseph avait été le seul ami qu'il avait vraiment eu. Là aussi, est-ce que c'est une phrase de Napoléon dite avec le cœur, ou c'est déjà une façon de construire son image par rapport à sa famille? Enfin, vous avez compris ma question. Quels étaient les Oui. rapports réels avec ses frères et sœurs? En fait, ça, c'était une question qui demeure un peu complexe parce que Napoléon va expliquer d'ailleurs dans une lettre à Joseph en 1806 que il faut que ses frères et sœurs cessent de considérer que le Napoléon empereur est la même personne qu'ils connaissaient, à savoir le Napoléon d'Ajaccio, le Napoléon de la Révolution, qui était un Napoléon très protecteur, très fraternel. C'est lui qui va chercher Élisa en 1792, lorsque l'école de Saint-Louis est fermée. Il la ramène dans une France qui est à feu et à sang, qui est celle des massacres de septembre. On voit à quel point il tremble pour ses frères et sœurs. Même en 1795, lorsque Lucien est arrêté une première fois, il estime que Lucien l'a bien cherché, mais il va quand même tout faire pour pouvoir sortir Lucien de sa prison. Il va intervenir auprès de Barras. Pourtant, Dieu sait que Napoléon n'aime pas Barras. Il va le faire parce que justement, il faut que Lucien puisse recouvrer sa liberté.
Et donc, après la prise du pouvoir, justement, il essaye de faire en sorte que ses frères et sœurs ne confondent pas l'exercice de l'État, la pensée de l'État, avec la pensée de la famille. Et malgré tout, comme il les associe étroitement à la fois au décorum, à la présentation, au rythme de la cour, ceux-ci finissent par confondre un peu, en effet, les deux exercices. Mais on ne peut pas non plus le leur reprocher, puisqu'ils n'ont jamais eu on va dire, de, de, de limite franche qui leur a été donnée à leur exercice, parce qu'on est encore dans l'héritage de la Révolution et que beaucoup de choses se font par strates successives et par strates successives et par courant de pensée, par réseau. Et donc, les réseaux construits par Joseph, par ses sœurs, sont très importants. Donc, et les constitutions successives, constitution de l'an 8, de l'an 10, de l'an 12, ne donnent pas toutes les réponses non plus concernant la place et le rôle joué par ses frères et par ses sœurs. Donc, même s'il existe un chapitre sur la famille impériale, on voit bien qu'il y a quand même de grandes marges d'interprétation et ils ne vont pas se gêner pour le faire. Ce que Napoléon a certainement peu digéré, c'est en 1802, lorsque Lucien, Joseph et Élisa réussissent, par exemple, à évincer une première fois Fouché, donc de se mêler des affaires de gouvernement directement, dans le but peut-être soit de se refaire promouvoir ministre, comme l'espérait Lucien, ou voire Premier ministre, comme l'espérait Joseph de son côté. Ça, Napoléon va toujours mettre un frein immédiat et faire en sorte que il n'y ait pas trop d'interférence entre le cadre familial et le cadre, je dirais, de la gestion de l'État. De la politique, oui. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la question ne se posait pas de savoir si les frères avaient été un atout ou au contraire un poids ou un boulet, parce que ça a été un peu des deux. Mais la question qu'on peut se poser, notamment en lisant votre livre, c'est que est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au moment des troubles, au moment des difficultés de 1813, 1814, 1915, est-ce que ces frères et sœurs n'ont-ils pas joué le rôle qu'on aurait pu attendre d'eux? C'est-à-dire que je m'explique, Lucien, il est auprès du pape, Joseph, il est roi d'Espagne, mais il ne veut pas vraiment être roi, Louis abandonne la Hollande, Jérôme fait un peu ce qu'il peut. Est-ce que justement, sans parler justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est trop difficile de dire si dans toute sa carrière, la famille a eu un impact positif et négatif, mais au moment des troubles, est-ce que là, on ne peut pas dire que ses frères et sœurs n'ont pas été le rempart ou le bouclier qu'on aurait pu attendre? C'est possible. Vous avez cité l'exemple de Louis, qui est un très très bon exemple, parce que Louis va se révéler un souverain, euh, un bon souverain en Hollande. Il va rendre la structure monarchique viable en Hollande, qui est un vieux pays républicain. Il réalise le rêve des Orange, d'une certaine manière. Il va léguer à la maison d'Orange un système qui est encore, je dirais, viable aujourd'hui. Louis est par ailleurs persuadé que la monarchie constitutionnelle est le meilleur des régimes. C'est l'un des rares frères à vraiment l'écrire et à le penser, parce que c'est le seul Bonaparte qui a une pensée royaliste dans la famille. Et ce qu'il ne supporte pas, Louis, c'est d'être conduit peu à peu à devoir à la fois aller contre les intérêts de ses sujets pour défendre ceux de son frère. À savoir que son pays ne survit économiquement que parce que justement il y a des liens économiques avec l'Angleterre qui reste l'ennemi principal, qui veut abattre Napoléon. Et il comprend très rapidement en fait qu'il n'a pas le choix. Soit il trahit véritablement en s'alliant avec la Grande-Bretagne. Les Anglais auraient peut-être été ravis d'apprendre que le propre frère de Napoléon était prêt à faire le pas, ce qu'il se refuse bien entendu à faire. Ou alors il se démet de lui-même, il abdique, comme il le fait en 1810, pour protester contre une situation qui n'est effectivement qui n'est pas viable. Je disais tout à l'heure, en effet, qu'ils sont attachés à une
une vision pacifique des relations internationales, quand bien même ces relations sont grandement déséquilibrées en faveur d'une France très importante sur le continent. Et on sait très bien que les Anglais ne peuvent pas se passer d'une solution dans laquelle la France serait, on va dire, rabaissée ou du moins amoindrie par rapport à la puissance qu'elle occupe au moment de Napoléon. Et donc, Louis est totalement déchiré par ces paradoxes, par cette situation ingérable, à tel point qu'il développe des symptômes. Il y a une sorte de psychosomatisme chez lui qui devient véritablement spectaculaire. Il est à moitié paralysé en 1809. Il ne peut plus bouger les jambes, les bras. C'est ce que disent les gens qui le rendent compte. Il souffre certes de rhumatisme, et tous les médecins le donnent à l'article de la mort. Il va survivre jusqu'en 1846. Donc, ce qui prouve bien que c'était un état physique qui était lié en grande partie à l'état de ses affaires. Et le fiasco de son mariage également avec Hortense est en grande partie dû aussi aux mauvaises relations qu'il a avec son frère Napoléon, qui lui a imposé ce mariage, certes, mais il voit dans Hortense finalement un rappel permanent, je dirais, aux règles qui lui ont été fixées et qui deviennent insupportables, non pas seulement pour lui, mais pour la population dont il a la responsabilité. Joseph, en Espagne, c'est rigoureusement la même chose. Joseph, les Britanniques vont essayer à certains moments même de voir s'il est possible d'obtenir une neutralité de l'Espagne, en admettant de remettre à plus tard le cas de la question des Bourbons, si Joseph accepte de ne plus combattre l'Angleterre et de laisser passer les troupes anglaises pour voilà. C'est évident qu'il ne peut pas accepter un tel marché, mais c'est un marché que va finir par accepter, par exemple, Murat à Naples en 1814, en essayant de sauver sa couronne et en donnant comme argument, finalement, après tout, mon royaume ne survit que sous perfusion militaire et économique française. Voyons ce qu'il est capable de faire de façon indépendante sous la protection de l'Autriche. Bon, c'est un mauvais pari qu'il fait, il se rend vite compte qu'il est intenable, mais c'est-à-dire qu'il, lui, a sauté le pas par rapport à une situation qui était celle de la majeure partie des souverains alliés. Donc, en effet, ils ont tous manqué à l'appel, quasiment tous, en 1813-1814, au moment où il fallait serrer les coudes. On voit néanmoins Joseph revenir après négociation, ça c'était difficile, il devient lieutenant de l'Empire, et il va assister la régente, mais avec des moyens qui sont dérisoires. On ne peut pas fortifier Paris. Il va faire une proclamation un peu maladroite dans laquelle il dit « je reste auprès des Parisiens » et en même temps il prépare les bagages pour s'en aller. Donc c'est évident qu'on se rend compte que la famille s'est délitée, mais c'était ça qui m'intéressait aussi dans ce travail, c'était de montrer comment la politique avait finalement permis ce délitement, avait favorisé cette chute inéluctable en amenant chacun et chacune devant des choix qui n'étaient plus compatibles soit avec leur honneur personnel, qui est une question que j'apprécie beaucoup au demeurant, soit avec les intérêts des pays dont ils avaient la responsabilité. Alors, merci de vos explications. Alors, moi j'ai une autre question. Durant l'épopée napoléonienne, est-ce que la mère, les frères et les sœurs de Napoléon avaient conscience de vivre quelque chose de prodigieux et d'extraordinaire? Est-ce que vous avez des éléments dans leur correspondance privée qui montreraient qu'ils avaient vraiment conscience d'être au cœur d'une histoire exceptionnelle? Oui, absolument. Et d'ailleurs, ils ont fait preuve d'une maîtrise pour le coup exceptionnelle dans la façon de se comporter, de reprendre les rituels de la cour, alors que c'était un milieu qu'ils avaient finalement peu connu. Madame Mère est allée à la cour est allée, je crois, une fois prendre les eaux
en France sous l'Ancien Régime. Charles était allé à Versailles, il avait raconté un peu ce qui s'était passé. Élisa en avait eu un aperçu très lointain du fait de sa présence non loin de Versailles. Et néanmoins, comme disent souvent beaucoup de commentateurs, de témoins de l'époque, c'était notamment pour le cas de Joseph, que rien ne semblait les étonner dans leur incroyable ascension, que tout cela finalement était non seulement le fruit d'un destin bien ordonné, mais aussi finalement de leur capacité à aller de l'avant et non pas une sorte de hasard. Napoléon écrit souvent qu'il croit peu, hein, donc justement aux questions du pur hasard, que après tout l'homme construit sa raison, mais aussi sa carrière autour du temps, et notamment en faisant un bon usage du temps. En cela, il est un excellent disciple de saint Augustin, dont il a pu s'imprégner d'ailleurs de l'œuvre à travers les sermons de son propre oncle, le futur cardinal Fesch. Ils ont une conscience quand même assez accrue des grands intérêts, non parce que ils ont une grande culture, ces Bonaparte. On l'oublie souvent parce qu'ils sont présentés comme des arrivistes, hein, un peu comme allez, on va faire de la très mauvaise histoire comparaison par rapport à aujourd'hui, un peu comme les Kardashians de leur temps, parce qu'il y a un côté mise en scène, c'est vrai, s'il n'y avait pas eu la télé-réalité, c'est vrai que je pense qu'ils auraient adoré ça, d'une certaine façon. Mais contrairement à nos sujets actuels qui font preuve tous d'une bêtise consommée, et justement qui est dans le but de d'être dans le miroir d'une société qui est fascinée par la bêtise actuellement, bien eux ont une culture assez vaste et très prononcée. Joseph connaît ses humanités latines sur le bout des doigts. Napoléon lit tout ce qui peut être lu, même s'il ne l'apprécie pas, même s'il n'est pas d'accord, il lit. Et cette culture qui se voit à travers leur bibliothèque, leur collection, leur goût prononcé pour l'art, ils savent faire preuve d'un très bon goût, le cas échéant, pas toujours, mais ça arrive, eh bien, montre qu'en fait, ils avaient une grande conscience non seulement du temps dans lequel ils vivaient, mais aussi de la société dans laquelle ils évoluaient, et que cette société qui avait été traumatisée par la Révolution française, par la guerre générale en Europe, mais aussi traversée par les grands courants de pensée philosophiques, eh bien, ils maîtrisaient tout ça, sans aller nécessairement d'un point de vue érudit. Vous comprenez ? C'est pas du tout leur envie de faire assaut d'érudition ou d'étalage d'un savoir. Ils n'en ont pas besoin. L'important, c'est de justement maîtriser une notion d'histoire, une vision de l'histoire, une vision de l'économie, qu'importe que cette vision soit bonne ou altérée ou remise au goût du jour en fonction de présupposés politiques. L'important, c'est qu'elle se tienne et que grâce à ça, justement, on puisse aussi convaincre les personnes qui sont autour de vous, parce qu'on parle beaucoup des Bonaparte, mais c'est ce que montre aussi le livre, c'est que les entourages jouent un rôle énorme, et y compris sur des cercles de plus en plus éloignés. Napoléon ne se fait pas tout seul, il y a ses frères et sœurs avec lui, mais derrière les frères et sœurs, il y a aussi tout un monde politique là, qui va d'ailleurs s'effacer très rapidement en 1814, soit en prétendant qu'après tout, il n'avait que peu de choses à voir avec ces gens-là, ou en étant mis sur la touche par justement les royalistes, mais en tout cas, ils ont été suivis par une grande partie de la population. Et même si les plébiscites ont été truqués, même si les consultations, les votes, les élections n'ont pas toujours été d'une exemplarité, mais après tout, la France est le seul pays à cette époque-là à le proposer, mis à part quelques cantons suisses, et bien, et l'Angleterre, mais je mets l'Angleterre vraiment à part, et bien, je dirais qu'il y a eu une adhésion à un moment donné autour des Bonaparte, parce qu'ils avaient un programme, parce ils parlaient à une large partie de la population, et puis toute couche sociale confondue. C'est-à-dire que vous avez des jeunes aristocrates nés un peu avant la Révolution ou sous la Révolution,
qui vont aller combattre avec enthousiasme dans les armées impériales et qui d'ailleurs ne vont pas comprendre le désir de revanche des émigrés en 1815, parce qu'après tout, eux-mêmes, aristocrates de naissance, se sont battus pour la France et on ne peut pas estimer que la France de l'Empire, ce n'est pas la France de la Restauration. On va dire que réciproquement, ça peut aussi jouer. Donc, on le voit, tout cela, Napoléon, justement, a réussi à mettre autour de lui ces différentes composantes qui s'étaient déchirées. Je ne parle même pas des questions religieuses, mais qui avaient subi, en effet, une tension maximum entre 1792 et 1795, et que cette volonté d'apaisement est aussi une volonté politique et une preuve d'intelligence politique de la part des Bonaparte. Alors, vous avez parlé, on a parlé du père, des frères et sœurs. Là, vous avez parlé également de l'entourage fraternel et de tous ces cercles concentriques. J'aimerais avoir votre avis sur la maman de Napoléon et sur un aspect précis. Entre 1800 et 1815, donc à partir du moment où Napoléon prend le pouvoir jusqu'à la chute finale, jusqu'à Waterloo ou juste un peu après Waterloo, est-ce que sa maman a eu un rôle politique? Est-ce qu'elle a eu un rôle de conseillère? Ou au contraire, c'est la figure tutélaire de la famille qui gère les choses d'un peu de loin? Quel a été le rôle de sa maman réelle? Alors, elle n'a aucun rôle politique. Hein. D'abord, soyons-en assurés, encore que j'ai trouvé des choses vraiment étonnantes, notamment dans les archives du Directoire, qui font état justement des fêtes données par Madame Bonaparte en Corse à l'attention des soldats, dans l'intention aussi de permettre, de continuer l'ascension de son fils, de faire rayonner l'image du général Bonaparte, notamment lorsqu'il est en Égypte. Et à cette époque-là, d'ailleurs, les Bonapartes sont considérés plutôt par une partie du personnel politique des élites comme de dangereux agitateurs, voire d'extrême gauche. Ce qui les aurait fait bien rire, je pense. Mais néanmoins, on trouve, chose étonnante, Madame Bonaparte beaucoup plus impliquée dans la composition de l'image familiale dont nous parlions juste avant, qu'on aurait pu le penser. Parce que à partir de la mort de Charles, c'est vrai qu'elle s'ensevelit un peu dans le deuil, elle ne porte plus que des vêtements noirs, et voilà, elle a perdu quand même celui qui était, je pense, l'amour de sa vie, Charles Bonaparte. Et qu'à partir de ce moment-là, notamment entre 1785 et 1788, on la voit vraiment affligée par le chagrin à tel point qu'elle ne s'occupe plus des affaires familiales. Elle qui avait été, je dirais, la deuxième personne la plus importante, voire elle a formé avec Charles un couple politique dès 1763-65, d'abord auprès de Pasquale Paoli en Corse, ensuite dans l'ascension de Charles Bonaparte, qui se rêvait, je pense, grand courtisan à la cour de Versailles. Et tout ça s'arrête en 1785 et elle est désemparée par cette perte. Donc, ce qui prouve par ailleurs qu'elle était très attachée à son mari, et ça fait justement taire les ragots qu'on évoquait au début de notre entretien. Et ensuite, après, elle se réveille, à mon avis, en 1793, au moment où justement les événements imposent à la famille de quitter précipitamment la Corse. Et là, on la voit très impliquée, notamment dans l'éducation de ses filles. Elle va non seulement s'occuper de cet aspect-là, mais elle va aussi s'occuper de leur mariage, quitte à s'opposer aux volontés de Napoléon, qui veut déjà beaucoup régir. Je ne vais pas parler là maintenant, mais on sait que Napoléon essaie de s'imposer à ses frères et sœurs à travers le contrôle de leur propre corps, c'est-à-dire en leur imposant des mariages. Donc, il va se mêler pendant et à chaque fois, il va se tromper d'ailleurs. Dans la majorité des cas, il va se tromper dans les personnes avec qui il souhaite justement voir convoler ses frères et sœurs. Et Madame Mère, là, par exemple, pour le mariage d'Elisa, impose le prétendant et le choix d'Elisa, Félix Battiocchi, ne peut pas dire non à Leclerc quand Napoléon dit ce sera le brave Leclerc qui va prendre Pauline. Voilà, mais en revanche, elle va avoir son mot à dire, notamment pour aussi le mariage de Caroline avec Murat. Et
Et puis après, effectivement, entre 1800 et 1809, on l'entendra un peu moins. Elle est absente, on le sait, hein, des cérémonies du sacre parce qu'elle se consacre beaucoup à Lucien qui a dû prendre son parti et finalement quitter la France justement pour des raisons matrimoniales qui n'ont pas été validées par son frère. Et Lucien estime qu'il n'a aucun compte à rendre à Napoléon pour ce qui concerne sa vie privée. Et donc, Madame Mère va régulièrement, d'ailleurs, prendre parti contre Napoléon pour ses frères, pour ses sœurs, en marquant une certaine désapprobation. Ça peut être notamment pendant les cérémonies du baptême du roi de Rome, je crois. Elle quitte la pièce parce qu'elle estime qu'elle est pas traitée suffisamment selon son rang, et ça suffit justement pour faire écrire à tous les ambassadeurs, à toutes les personnalités qui étaient là, Madame Mère a quitté la salle. Donc, ce qui prouve qu'elle avait, même en se taisant, en restant muette, parce que c'est une grande muette, Madame Mère, on a très peu d'écrits d'elle, seulement dans ses années de jeunesse, et les correspondances qu'elle échange ensuite sont très, très resserrées, et on ne sait pas trop ce qu'elle pense, mais néanmoins, elle avait un avis qui comptait, elle savait le dire à travers les gestes, à travers la façon d'être. En revanche, après, elle va se montrer en fait assez exemplaire dans la fidélité envers son fils, notamment pendant l'épisode de l'île d'Elbe, et puis après, donc, se préoccuper de la santé de Napoléon à Sainte-Hélène, oui, elle va le faire. Je pense que si sa propre santé lui avait permis, elle était prête à partir également, le cas échéant. Par contre, les relations de Napoléon avec sa mère, la façon dont il la considère, d'une certaine façon, la mort de Charles le débarrassait d'une tutelle encombrante. La tutelle maternelle, la supportait-il réellement? C'est une très bonne question à laquelle je préfère ne pas répondre directement. Il y a des psychanalystes qui pourraient faire ça. C'est très intéressant, mais il y a un rapport méditerranéen du fils à la mère, et de la mère au fils, évidemment, qui peut parfois être un peu, je dirais, encombrant. Il faut quand même en tenir compte. Voilà. Et par exemple, Napoléon peut faire preuve de jalousie extrême envers Joseph lorsqu'il sait que sa mère lui a donné un peu plus d'attention que lui le mérite. D'ailleurs, il disait de Joseph qu'il était le fils de la poule blanche. Alors, c'est pas pour désigner Laetitia, évidemment, mais c'est une expression corse qui désigne quelqu'un très favorisé par la chance. Et donc, il y a cette notion de filiation quand même qui transparaît et qui laissait entendre qu'en effet, Joseph était sans doute parfois préféré par sa mère, et que voilà, ça, les choses ont commencé à ce moment-là très tôt. Merci. Alors, j'ai une dernière question. À partir de 1815 et de l'exil hellénien, et ensuite avec 1821 et la mort de Napoléon, donc c'est quand même deux épreuves difficiles à la fois pour Napoléon et puis pour sa famille. La famille va-t-elle être soudée, ou au contraire, elle va être déchirée durant ces épreuves vraiment très difficiles? La période de l'exil n'est jamais une période facile. Alors, ils ont eu des périodes d'exil qui ont précédé d'ailleurs leur montée en puissance. Il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà été exilés en 1793. Mais pour Napoléon et ses frères et sœurs qui sont partis sur le continent dès leur plus jeune âge, c'était déjà un exil en soi. Donc, ils ont bâti d'une certaine façon une carapace qui leur a permis souvent de surmonter les chagrins qui sont inhérents à ces périodes de doute, de trouble et d'angoisse extrême. Va-t-on revoir la mère patrie? Quand on y pense, non. Beaucoup d'entre eux vont mourir hors des frontières, ne reverront jamais la France, ne reverront jamais la Corse. Et c'est seulement Jérôme, parce que c'est le petit dernier, lui peut revenir au moment où Napoléon III prend le pouvoir, mais c'est un très très long exil qui s'annonce pour eux en 1815, et ils n'en ont pas conscience aussi de la longueur de cet exil. Ils ne pensent pas que ça va durer aussi longtemps. Et néanmoins, il y avait déjà des tensions qui préexistaient au sein du clan
des jalousies. J'en parle dans le dernier chapitre, je crois même dans la conclusion, où on voit Caroline et Jérôme faire des concours idiots et absurdes de qui va recevoir le mieux l'autre, alors qu'on sait qu'ils ont moins d'argent, moins de moyens, ils font des dépenses somptuaires très importantes. Et la dame d'honneur de la reine Catherine, l'épouse de Jérôme, écrit quand même c'est Bonaparte, c'était vraiment des gens bizarres, c'est une Allemande qui parle. Voilà, parce qu'ils sont dans une sorte de surenchère permanente, de concurrence. On dirait qu'ils ont été formés dès leur plus jeune âge pour être mis en concurrence les uns contre les autres. Et ça transparaît d'ailleurs de travers leur correspondance de l'époque. Ils s'aiment beaucoup, mais en même temps, ils ont des réflexes. Je renvoie aux mémoires de la reine Mathilde, qui sont passionnants, qui racontent ce qui se passait dans l'entourage de Caroline, notamment en Italie dans les années 1830, la façon dont les filles de Joseph aussi ont été traitées, malheureusement, enfin, des choses assez tristes, puisque pour certains, ça va s'achever tragiquement. Et puis, néanmoins, cette famille a une capacité de rebondir assez extraordinaire, parce qu'ils ont construit un mythe, ils ont construit une légende, et qu'après 1815, eh bien, en fait, la majeure partie des écrits romantiques de l'époque font référence à une époque qui a été très courte, à peine 15 ans, mais qui résonne beaucoup justement dans la construction des espaces nationaux qui vont mener au printemps des peuples de 1848. Donc, en cela, les Bonaparte gardent une certaine histoire commune, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Au moins, cette histoire commune, cette légende commune napoléonienne autour de la figure de Napoléon, surtout après sa mort, c'est très facile de pouvoir mieux l'utiliser, va rester, va demeurer on va dire un vecteur et une preuve de ciment du clan. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Donc, Napoléon et les siens Merci à vous. de famille aux éditions Perrin. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Abed.